Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien d'aujourd'hui, 21 février 2024, publie dans les pages nationales l'assurance chômage dans le vert en 2024. Les prévisions financières de l'assurance chômage restent dans le vert pour 2024. Mais l'excédent est révisé à la baisse en raison de prélèvements de l'État. Et l'UNEDIC a peur d'être encore mise à contribution davantage pour financer France Travail. France Travail, ancien Pôle emploi. L'excédent de l'assurance chômage ne sera finalement que de 1,1 milliard d'euros en 2024. Mais il repartira à la hausse ensuite. Les prévisions tablent sur un redémarrage de la croissance et des créations d'emplois l'an prochain. Pour financer France Travail, qui a remplacé Pôle emploi, et France Compétences, formation professionnelle, la loi de financement de la sécurité sociale adoptée en décembre prévoit une moindre compensation par l'État d'exonération de cotisation à l'assurance chômage. Ainsi, on apprend que les recettes ont déjà été réduites de 2 milliards d'euros en 2023. Je pense que vous devez savoir comment sont financés les services sociaux de la sécurité sociale, comme l'assurance maladie, l'assurance retraite, l'assurance chômage, etc. C'est financé par les cotisations sociales. Qu'est-ce que les cotisations sociales? Ce sont une partie des recettes des entreprises, une partie du revenu des salariés, si on peut appeler ça un revenu, et des entreprises en général, qui sont reversées à ces différents organismes, comme l'assurance chômage pour le chômage, l'assurance maladie, etc. Donc c'est l'URSSAF, fameux organisme souvent critiqué par le patronat, qui est chargé de récolter ces sous. Donc une entreprise fonctionne, ses salariés travaillent, ses dirigeants, s'ils sont rusés, habiles ou autres, ou détiennent une position dominante, dégagent de nouveaux marchés, créent des nouvelles situations, de créer de l'argent. Donc les salariés travaillent et ils génèrent de la richesse. Sur cette richesse, une partie servira à payer les salaires, une partie servira à faire les cotisations sociales, qui sont divisées en patronales et salariales, et une partie servira à l'investissement, à l'amortissement, c'est-à-dire à prévoir l'avenir de l'entreprise, et enfin une autre partie servira à la rémunération des entrepreneurs, des patrons, sous forme de dividendes, de salaires de direction, etc. Beaucoup de systèmes. Et donc, voilà. Eh bien, les cotisations sociales, actuellement, sont payées donc par les salariés et par les patrons. Bien sûr, c'est le travail des salariés qui permet qu'il y ait des cotisations, hein, comme du revenu en général. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut revenir au marxisme qui est éclatant et qui dit tout à ce niveau. Hein, lire un peu le début du Capital, si on peut, ou introduction à la critique de l'économie politique de Marx. Tout est assez simple à comprendre, ou salaire, prix et profit aussi. Tout est bien expliqué sur comment fonctionne le capitalisme. Et donc cette partie du salaire ou de la richesse de l'entreprise, eh bien, pour créer des emplois, on a décrété que, par exemple, si il fallait payer 20 euros de cotisation sociale, eh bien, sur certaines parties de ces cotisations, comme par exemple le chômage, on a décidé que l'entreprise n'en paierait plus que 10 ou 15. Comme ça, elle garderait 5 et elle pourrait, comme ça, soi-disant, améliorer la situation de l'emploi et la situation de l'entreprise en elle-même. On a vu ce que ça a donné. Il y a des millions de pauvres en France, 10 millions à peu près. Il y a au niveau du chômage réel, c'est-à-dire en comptant ceux qui sont à temps partiel, il y en a aussi quantité énorme. Donc ça n'a pas vraiment marché, la précarité a augmenté. On voit que beaucoup de besoins ne sont pas satisfaits, notamment au niveau de la santé, au niveau du bien-être, au niveau
de l'éducation, etc. La prise en charge de la justice, la police aussi, tout ça n'est pas satisfaisant, notamment à Mayotte par exemple, hein, comme on en entend parler aujourd'hui. Mais néanmoins, ces cotisations sont maintenues. Et bien là, en fait, c'est une perte pour l'assurance chômage, forcément, s'il y a une baisse de cotisation. Mais l'État compensé, c'est ce que dit la première colonne là, de l'article. L'État compensé, c'est-à-dire que l'État reversait le manque à gagner à l'assurance chômage pour ainsi que l'assurance chômage ne soit pas en déficit. Donc là, l'État va compenser de manière plus petite cette année. Donc les recettes de l'assurance chômage seront réduites. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la richesse des travailleurs qui permet de financer, produite par les travailleurs qui permet de financer cette assurance chômage. Et donc, quand on enlève des cotisations et qu'on met en difficulté l'assurance chômage, quelque part, c'est de l'argent créé par les entreprises, donc par les travailleurs, qui ne va pas là où il mériterait d'aller. Je vous rappelle, à ce stade de la vidéo, quand même que la fortune des milliardaires français et mondiaux et la fortune des millionnaires n'a jamais été aussi grosse qu'aujourd'hui. Et depuis 20 ans, elle ne fait qu'augmenter. Hein. Donc on est dans ce contexte d'inégalité grandissante entre les salariés, 80% de la population, 90% de la population active, et une petite poignée de grands propriétaires des entreprises et des rentiers de l'immobilier et autres rentiers des empires industriels français, etc. Quelques milliers de personnes, quelques centaines de milliers, on va dire, en comptant les familles au sens large. Face à 65 millions de personnes, et la proportion est à peu près la même au niveau mondial. Donc c'est ça l'économie. Et donc la perte financière induite par cette perte de recettes sera de 2,6 milliards en 2024. Et elle va encore augmenter. 3,35 en 2025, 4,1 en 2026. C'est-à-dire que l'État va décider eh bien que ce sera les chômeurs qui vont payer la politique de création d'emplois qui, comme je vous l'ai dit avant, ne marche pas tellement, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ceux qui ont un travail, le pouvoir d'achat s'est effondré. Hein. Je rappelle toujours un ouvrier en travaillant seulement son seul salaire, sans que la femme travaille, il y a 40 ou 50 ans, pouvait s'acheter une maison rapidement. Aujourd'hui, même à 2 salaires, ça devient de plus en plus dur, et même des salaires soi-disant de cadre à 2000 euros. La perte de pouvoir d'achat est énorme. Hein. Aujourd'hui, 2000 euros d'aujourd'hui, c'est moins que le SMIC il y a 20 ou 30 ans, hein, j'estime. Donc voilà, très bien. Nous allons avoir 12,05 milliards sur 4 ans que l'assurance chômage, donc l'UNEDIC, va perdre. Donc le désendettement de l'UNEDIC ne sera pas aussi rapide. La dette qui sera de 38,6 milliards en 2027 aurait pu être de 25,5 s'il n'y avait pas eu ces prélèvements, précise l'organisme. On a pris un sacré coup sur la tête, mais l'UNEDIC, même en ayant recours à l'emprunt, conserve sa capacité à assurer sa solvabilité, précise le président de l'UNEDIC, qui est un patron, représentant du MEDEF pourtant, Jean-Eudes Tesson, puisque en fait, tous les ans ou tous les 2 ans, le président de l'UNEDIC change. Une fois c'est un salarié, une fois c'est un patron. Souvent c'est le MEDEF et après la CFDT. Mais la situation est bonne, selon lui. Effectivement, on sait que ça va bénéficier aux entreprises, donc surtout aux patrons et un peu indirectement aux salariés, puisque leur salaire brut sera moins élevé. Donc c'est peut-être des créations d'emplois, soi-disant. Comme je vous ai dit, ça ne marche pas. La dette a explosé de l'UNEDIC à 63,6 milliards en 2021. Il faut savoir que 63,6 milliards de dettes en 2021, c'est moins que les bénéfices du CAC 40 pour une seule année. Les bénéfices des 40 plus grosses entreprises françaises, c'est supérieur à 63,6. C'est beaucoup plus. Donc c'est des dettes qui, au nom de ces dettes, on réduit les droits des chômeurs, des travailleurs, alors que c'est des dettes qui ne sont pas très importantes à l'échelle d'un pays comme la France. Voilà. Donc là, l'UNEDIC est en excédent. Donc si elle est en excédent, ça veut dire que, en fait, elle fonctionne mal, entre guillemets. Elle bénéficie pas assez aux chômeurs, puisque une partie de l'argent qui pourrait leur revenir est gardée par l'UNEDIC pour rembourser cette dette. Voilà, l'UNEDIC quand même a réduit
ces dépenses suite aux réformes du système d'indemnisation de 23,2 milliards d'euros. C'est énorme. Les abandons de poste n'ouvriront plus droit à l'indemnisation. Voilà. Moi, je trouve ça absurde. Parce que si tu supprimes les abandons de poste, si tu ne peux plus avoir droit aux indemnisations pour abandon de poste, alors on va nous dire, oui, il y en a qui arnaquent la Sécu, qui font ça parce qu'ils veulent toucher le chômage, etc. Peut-être. Mais dans les faits, forcer des gens à rester dans un emploi qui ne leur plaît pas, les dépenses vont se répercuter sur quoi? Sur l'assurance maladie, sur les dépenses psy ou les dépenses en chirurgie orthopédique, en chirurgie, la prise en charge de santé de ces salariés. Soit ils auront des problèmes psy, soit des problèmes physiques. C'est évident. S'ils veulent partir, c'est pas parce c'est des escrocs, c'est parce qu'ils se sentent pas bien dans leur emploi. Voilà, donc on voit, hein, Bruno Le Maire a dit 10 milliards d'euros d'économies cette année pour le budget de l'État. Bon, ben voilà, les chômeurs vont payer en partie. Voilà. Et le durcissement des ouvertures de droits va se poursuivre. Voilà, petite vidéo sur la situation des fêtes aux chômeurs. Donc le chômage, c'est un drame pour un salarié. C'est pas quelque chose de choisi, mais c'est souvent subi. Et donc c'est pas normal en fait. Et il faudrait que l'économie se donne les moyens d'assurer un emploi à chacun. On n'est pas sur Terre, on ne vit pas sur Terre pour être dans la précarité, dans la misère. Il faut qu'il y ait des emplois adaptés à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Merci et bonne soirée. Au revoir.